Est-ce que tu peux t'introduire, expliquer d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, Pas de souci. qu'on comprenne un peu ton univers? Merci pour l'invitation, El Ryan. Au plaisir. Donc, on me connaît plus sous le nom de Père Riche sur les réseaux sociaux. Avec Père Riche, je partage un bon plan chaque jour sur ma chaîne Instagram, YouTube, etc. J'interviens également sur Fun Radio dans l'émission de Cartman depuis l'année dernière. Et je suis également intervenant en école de commerce. Ok, Voilà. Magnifique. Mais bon, je pense que si tu m'as invité, c'est pas pour parler... On va pas parler que de ça, mais Ouais. on va pas quand même parler d'argent, on va parler des sujets qui piquent et tout. Ok. C'est vrai que sur ma chaîne, on parle d'argent, on aide les gens à faire de l'argent en dehors de leur revenu principal avec leur employeur. Comment t'en es venu jusqu'ici? Non, Donc, moi, depuis tout petit, mon jeu préféré, c'est le Monopoly. ok. J'ai toujours voulu gagner de l'argent depuis tout petit. Ce que je collectionnais, c'était les pièces d'euros des différents pays. Voilà. J'ai eu un rapport à l'argent qui était très, comment dire, j'ai toujours, Passionnel. Voilà, passionnel, exactement. Et ça vient d'où? C'est les parents qui t'ont mis dedans Bah, ou... je suis 50%, je suis eurasien, Ok. ma mère française et mon père asiatique. Et voilà, dans la communauté asiatique, l'argent, ça nous drive énormément, c'est très important. Ok. Et comment est-ce que tu expliques, tu sais, en France, on n'a pas forcément le même rapport à l'argent. On est vraiment sur une mentalité un petit peu plus... on parlera un peu de la rat race juste après, mais Ouais. on est un peu plus réservé, un peu plus timide par rapport à l'argent. Tu sais, il ne faut pas vendre en France, il faut... tu sais, on est très dans l'associatif, vrai il que faut donner. C'est très tabou. Par exemple, montrer ses signes de richesse avec une belle voiture, quel est le résultat? C'est qu'on a beaucoup de chances de se la faire rayer. Alors que dans d'autres pays, aux États-Unis ou à Dubaï, jamais ça nous arriverait ce genre de problème. Et comment t'expliques ça, toi? Je pense que c'est la société qui est comme ça, tu vois, Ouais. où on nous demande à la fois de faire de l'argent, mais de le cacher et d'être modeste. Pourquoi? Parce que si on montre qu'on a trop d'argent, on essaye de nous en prendre. Et toi, tu as déjà subi justement cette pression un petit peu par rapport à tes finances personnelles? Non, pas forcément, mais par contre, moi, il y a quelque chose qui était très important pour moi. C'est au début, j'ai voulu faire ce que la société m'a dicté. C'était quoi? C'était de faire une bonne école, faire ses devoirs, avoir le meilleur diplôme possible. C'est ce que j'ai pu faire dans mon enfance. Même, voilà. Après, avoir le meilleur métier possible. J'ai travaillé dans des grands groupes, chez Coca-Cola, EDF, Ok. PwC. J'étais responsable marketing de Haier, là que vous voyez sur Roland Garros, c'est une énorme marque à 23 ans. Et malgré ça, à 26 ans, je me suis retrouvé en quelque sorte en burn-out où j'étais frustré de ce cercle où on te dit, voilà, meilleur diplôme, meilleur job. Mais à la fin, ça ne correspondait pas à mes besoins, à ce qui me rendait heureux et ça me faisait fuir de mes passions premières qui est le sport. Et c'était quoi justement qui te rendait malheureux en France? Je vais te donner un exemple très simple. Je travaillais en tant que consultant dans des grandes tours à la Défense, chez PwC. On me demandait voilà, d'être performant, de pouvoir monter en échelon. Et c'est vrai que si tu étais performant, on t'augmentait ton salaire de 10% par an. Donc c'était très intéressant. Mais moi, j'accordais autant d'importance à faire ma séance de sport dans la journée. C'était aussi important que ma journée de travail. Ce qui fait que quand le matin, je partais à 7 heures de chez moi en prenant le métro, j'avais mon sac de travail et mon sac de sport. Sauf qu'avec ce boulot-là, le midi, il n'y avait pas de pause déj. Il fallait travailler derrière son écran, donc aller faire du sport, c'était inenvisageable. Et le soir, on quittait à 20h, 21h, lessivé comme je sais pas quoi, et après il y avait encore les 1 heure de trajet en métro. Ce qui fait que rentrer chez soi le soir avec des affaires de sport qui n'ont pas été utilisées, avec aucune trace de sueur, et te retrouver lessivé par rapport à la charge mentale, c'était hyper frustrant. Même si le salaire était bon, ne pas avoir pu me dépenser et faire ce que j'aime vraiment, ma passion, le sport, je me suis dit, mais non, en fait, ça ne me correspond pas du tout et je veux pas continuer éternellement et attendre ma retraite pour changer les choses. Tu vois, c'est intéressant parce que justement, tu en as beaucoup qui rêveraient à arriver à des postes justement bien qualifiés, bien perçus dans notre société. Ouais. Donc arriver, je sais pas moi, finir cadre dans une belle entreprise ou faire une bonne école. Justement, c'est l'avantage que quand tu es consultant, tu vois facilement les différents grades. Okay. Manager, directeur ou autre. Et tu sais à peu près le nombre d'années qu'il te faut pour les atteindre.
Et ce qui se passait, c'est que vu que j'étais en mission avec eux, j'étais au quotidien, je voyais très bien comment ils géraient aussi leur à côté, leur vie personnelle. Et je me suis aperçu que mon futur sur ces 15 prochaines années, si j'allais atteindre le grade de directeur, ça veut dire chaque jour me donner autant pour finir à leur niveau, j'allais peut-être prendre un salaire à 5 chiffres par mois, qui sera coupé en deux par les impôts. Mais je m'apercevais que cette personne, ce directeur que j'étais censé envier, sa vie de famille, elle se résumait à quoi? C'était voir ses enfants une journée ou une demi-journée par semaine. Ce à quoi je n'aspire pas du tout. Donc en fait, c'était un faux modèle. En fait, le modèle français, il est là pour te faire envier le statut social. En fait, tu travailles avant tout pour avoir du statut social. Tu fais la bonne école, tu finis dans un bon poste, dans une bonne entreprise pour avoir une bonne image auprès d'autrui, parce que justement, ça va te valoriser auprès de la société. Et j'ai l'impression que les Français, ils sont maladifs avec ça. Ils ont besoin d'avoir un bon statut social. Il y a besoin d'avoir tel diplôme, il y a besoin d'avoir été validé par telle personne, il y a besoin d'avoir passé ses vacances dans tel domaine, en Normandie, avoir fait tel truc. C'est très simple. Aujourd'hui, quand tu recherches un travail, on va dire, de cadre sur le marché du travail, si tu n'es pas capable de mettre un nom d'une école de commerce top 10 ou une grosse boîte, c'est next direct. C'était next derrière. T'as aucune chance. Tu peux pas lutter. C'est pour ça que moi, pendant mes études, j'ai toujours couru après ça. Et ça m'a ouvert des portes. Merci. Mais derrière, quand j'ai quitté ce monde-là, avec aucun regret. Et ça n'a pas été simple. Mais maintenant, c'est une libération. C'est pour ça, moi, je préfère les pays anglo-saxons. C'est ici, on te juge sur la compétence. C'est fin de l'histoire. Et même si t'es pas compétent, on te laisse quand même ta chance, histoire de voir si tu peux progresser et justement acquérir cette compétence. Je vais te donner fin de l'histoire, tu vois. Un autre exemple dans le monde du sport. J'ai joué aux États-Unis au foot. Il connaissait rien du tout de mon expérience. Il m'a dit, tu viens à cette heure-ci, montre ce que tu vaux. Au bout d'une semaine, j'ai intégré l'équipe. Je jouais en NCAA au foot universitaire. L'équipe première, joueur titulaire, alors qu'on était un groupe de 30. Et j'étais en retard de 2 semaines sur leur préparation physique. Tu fais la même chose en France, on va te dire, t'as joué où? Ah, ok, t'as pas joué dans un club du top 10, top 20, c'est mort. C'est mort, ciao. Ciao, même pas. T'as pas fait tel centre de formation, ciao. Voilà, rien du tout. Et ce modèle-ci dans le sport, on le retrouve dans le marché du travail en France. Ouais, c'est insupportable. Moi, c'est un truc qui m'énerve. Vraiment, Et puis après, on arrive à ces histoires-là de reproduction sociale ou même d'héritage, où en fait, c'est les gens qui se connaissent entre eux, qui se filent les bons tips, parce qu'en fait, ils ont été recommandés, ils sont passés par les bonnes écoles et tout. Et au final, c'est toujours la même chose. C'est les clochards restent avec les clochards et finalement, la noblesse, l'excellence reste avec l'excellence, tu vois, derrière. Mais bon, il existe quand même des portes de sortie à cette rat race. Ouais. Ouais, tiens, t'as introduit le sujet. Comment est-ce que toi t'as fait pour sortir de la rat race française? Alors, pour vous dire, c'est que quand j'ai senti que j'étais en mode burn-out dans mon dernier job, en poste, là je me suis dit, waouh, tes jours sont comptés. Tu peux pas continuer comme ça, donc va falloir que tu trouves une solution. Et quand tu te retrouves dans cette situation de stress, c'est là où ton instinct de survie est beaucoup plus fort. Que tu vas faire par exemple 3 heures de recherche le soir en rentrant chez toi au lieu juste de scroller pendant 10 minutes. Parce que tu te rends compte que ça ne peut plus continuer. Et moi, personnellement, ma porte de sortie, ça a été l'immobilier. Ok. Voilà. L'immobilier, pourquoi? Parce que c'était en 2018. À ce moment-là, c'était une des périodes dorées. Tu pouvais emprunter entre 1 et 2%. Tu n'avais pas besoin d'apport, on te prêtait tout, les travaux, les frais de notaire, et les biens n'avaient pas encore explosé. Il y avait énormément d'opportunités. Pourquoi le marché était tel quel en 2018? C'est un peu cyclique. Okay. Là, les taux, les prix du coup ont augmenté, et les banques prêtent moins à cause du contexte économique, la guerre en Ukraine, etc., l'inflation, blablabla. Donc aujourd'hui, ceux qui veulent investir dans l'immobilier, c'est beaucoup plus dur qu'il y a 6 ans, juste mathématiquement. Vous avez des prix qui ont pris presque 30% et vous avez des taux à 5% au lieu de 1,5%. Donc vous partez pas sur le même pied d'égalité qu'il y a 6 ans. Voilà. Donc moi, je vous ai dit, l'immobilier, ça a été une des portes de sortie. Et par contre, quand vous avez une porte de sortie, il faut s'accrocher parce que la société on va tout faire pour que tu puisses pas t'en sortir. Ouais, cette opportunité, on veut pas que tu la prennes, quoi. Exactement. Moi, pour m'en sortir, j'ai pas eu le choix, j'ai dû démissionner. Ok.
Et Ça s'est passé comment, ça, justement, la démission? Bah, c'est très simple. Je suis allé voir la RH, je lui ai dit, écoute, Ciao. je veux pas continuer. Et elle m'a dit, ouais, fais une autre mission. Nanana. Je dis, non, c'est mort, je veux pas continuer. Par contre, je veux une chose, c'est que vous me donnez un préavis de 4 mois. Et vous marquez dans le bulletin de paye que la démission a eu lieu le dernier jour. Et pas dès maintenant, parce que sinon, quand j'emprunte à la banque, c'est visible. Ok. C'est visible et je ne peux pas emprunter. Et ça t'a permis justement d'emprunter encore pour acheter un dernier bien. Ce qui s'est passé, c'est que le jour où j'ai posé ma démission, j'avais 4 mois. 4 mois pour rebondir, parce que du jour au lendemain, j'allais plus avoir de revenus, plus rien du tout. Et en fait, cet instinct de survie m'a permis qu'en fait, au bout d'un mois, j'avais atteint un objectif, retrouver un poste qui était dans l'immobilier d'entreprise et d'acheter 2 biens. Chose que je n'avais pas réussi à faire sur les 6 derniers mois de recherche. Parce que mon instinct de survie était encore plus fort à partir du moment où j'avais démissionné et j'avais compris que du jour au lendemain, je pourrais ne plus rien avoir. Ouais, tu avais une meilleure tolérance au risque, tu avais plus d'énergie, tu étais prêt à tout. Ouais. Et donc, pour s'en sortir, tu étais obligé, personnellement, j'ai consommé des formations d'influenceurs immobiliers qui m'ont permis de montrer d'autres manières d'investir. Pas seulement... Il y a une généralité qui fait que 90% des Français, quand ils investissent dans l'immobilier, ils ne gagnent pas d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, la mensualité qu'ils ont à la banque va être supérieure aux revenus qu'ils vont avoir des loyers. Plus la taxe foncière, plus les charges et assurances. Donc à la fin, c'est une opération qui est blanche, ils ne font pas de revenus. Ils vont avoir du patrimoine. Ils vont amortir le patrimoine sur le long terme. Le bien sera amorti sur 20 ans, mais ils ne font pas de revenus. Et grâce à ces formations immobilières, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres moyens d'avoir plus de revenus avec une petite mensualité. Et ça te permettait, dès le premier jour de location, de dégager en fait un nouveau revenu. Et chose que j'ai appliquée pour moi en mettant vraiment la main à la pâte. Par contre. Ça te demandait combien d'heures de travail par jour, par semaine? Alors, plus dur, à mon avis, c'était de trouver justement les opportunités, donc il fallait faire des visites. Déjà, il faut faire les visites. En fait, l'immobilier, c'est très compliqué. Si tu n'as pas d'approche professionnelle, tu as une approche amateur, où tu te dis, c'est ma balade du dimanche, tu vas faire comme tout le monde et tu vas te faire avoir. Parce qu'il faut avoir une approche professionnelle, c'est-à-dire bien chercher les biens, bien négocier, trouver le meilleur crédit. Moi, je faisais les travaux moi-même avec mon père le week-end. Okay, wow. On déléguait la partie technique, électricien et plomberie, mais la partie du dur et tout, on le faisait le week-end. Donc, merci grand-père riche. Mais ça n'a pas été simple. Mais le résultat en vaut la chandelle. Ouais, parce que ça t'a permis justement de construire ta sécurité financière pendant... Exactement. À partir du moment où tu arrives à remplacer en fait ton salaire actuel, là tu te dis, en fait mon employeur, j'ai plus besoin de lui. Ok, avant c'était lui qui me permettait de me nourrir, de me loger, payer mes loisirs chaque mois, mais maintenant j'ai une autre source de revenus qui vient tout seul. J'ai plus besoin de lui. S'il me fout une pression, j'ai plus besoin de lui, je peux changer, je peux le quitter. Voilà. C'est aussi simple. C'est aussi simple que ça, mais ça demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Comment t'expliques justement qu'il y a des personnes qui n'ont pas ce mindset, cet état d'esprit pour justement sortir de leur zone de confort et essayer de tenter justement de se créer un revenu à côté? Déjà, c'est ton contexte social qui change tout. Si par exemple t'es père de famille et t'as pas le temps, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, tu peux être pris par ça. Moi à cette époque-là, j'étais célibataire, j'avais du temps, et j'ai foncé. Et je savais que ce temps-là, je l'aurais pas éternellement, donc c'était le moment de foncer. Et t'en as beaucoup aussi qui ont du temps et qui font rien. Si tu regardes aussi aujourd'hui sur TikTok, ça perd du temps. C'est une maladie de procrastiner. Ouais. C'est-à-dire que tu vois des choses, t'aspires à ça, mais à la fin, tu es frustré et t'avances pas. Tu stagnes. Donc ça, c'est à toi de voir si la situation dans laquelle tu vis, elle est confortable et tu y restes, ou elle est tellement inconfortable que là, il faut passer à l'action, il faut te bouger le cul. Moi, justement, quand j'ai envie de changer de situation et que je sens que je procrastine, je fais justement tout pour rendre ma situation du quotidien confortable. Genre vraiment, je me crée des situations dans mon quotidien que je ne pourrais pas blairer. Si par exemple, il y a une personne dans ma journée que je peux pas blairer, je peux pas fréquenter, mais ça se répète tous les jours, là, je fais en sorte de rester toute la journée avec cette personne-là pour que ça me dégoûte au plus haut point. Ouais. Justement pour me pousser, tu vois, à travailler derrière, à faire des trucs. Moi, là, monsieur, non, là, ça va, là, c'est la famille, il n'y a pas de souci, j'aime ce que je fais là pour l'instant. Mais si les périodes de ma vie où vraiment je voulais bouger, je voulais changer quand même d'environnement,
Là, je faisais tout justement pour avoir le maximum de pression dans mon quotidien, pour que ça me donne... Parce qu'en fait, tu as des personnes qui réagissent justement... Tu sais, c'est la différence entre la carotte et le bâton. Tu en as qui réagissent à la contrainte, au fait de se faire sanctionner, par la peur justement de se manger un coup. Et tu en as d'autres pour qui l'appât du gain, ça va être une raison suffisante, on va dire, pour sauter sur l'opportunité et pour commencer à bosser. Et je pense qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Et moi, c'est clairement la peur du bâton. Enfin, vraiment, dès que je sens qu'il y a une pression, il y a un truc que je déteste, etc., là, j'ai une énergie qui sort de moi, qui jaillit. Et là, je me mets à travailler 3 fois plus que les autres. Par contre, l'appât du gain, c'est pas un truc qui me fait... Ouais, chacun a son critère de motivation. Ouais, carrément. Moi, l'un de mes critères de motivation, c'était ne plus revivre le stress de demander à mon employeur est-ce que je peux poser mes vacances. Et lui va me répondre tu fais comme tout le monde, tu poses tes 3 semaines en août, 1 semaine à Noël, et puis le reste du temps, t'es emprisonné comme ça, quoi. Mais tu vois, cette situation-là, il suffit que tu la vives plusieurs fois sur un mois ou sur quelques mois, pour qu'au bout d'un moment, tu satures, et là, tu décides de faire un shift et de changer ta vie et de te mettre à vraiment bosser. Il faut que ça soit vraiment douloureux, quoi. Parce que de toute façon, c'est la douleur qui pousse à l'action, donc tant que c'est pas assez douloureux, tu vas continuer de procrastiner le problème. Tu sais, c'est comme quand tu tombes malade. Si la maladie, elle te fait souffrir à peu près 4 sur 10, la douleur, elle est de 4 sur 10, tu vas rien faire. Par contre, si tu as la jambe cassée, tu as du mal à respirer, tu sens que tu vas mourir, là, tu appelles directement l'ambulance et il faut que ça s'arrête. C'est à toi de voir si c'est supportable ou non. Ah, exactement. C'est toujours la même chose. Du coup, la rat race, comment on fait pour en sortir? Comment est-ce qu'on fait pour sortir de la rat race française? Moi, en 2018, c'était l'immobilier. Ça a marché pour plein de personnes. Personnellement, ça a marché pour moi. Et même... première chose. Et maintenant, aujourd'hui, en 2024, vous avez une deuxième porte de sortie, elle est à saisir, c'est la crypto. La crypto-monnaie. La crypto-monnaie fonctionne de manière cyclique. Depuis 2009, il y a eu 4 ou 5 cycles. Et c'est des cycles de 4 ans. Et à chaque fois, il y a des moments de l'année qui sont plus intéressants que d'autres. Donc, je le rappelle, il n'y a pas de conseil en investissement. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez avec votre argent, mais vous êtes responsable de votre argent. Moi, je vous dis juste ce que je fais avec mon propre argent. Et en ce moment, on est dans un bon moment du timing cyclique pour avoir les meilleurs multiples des crypto bull run. Pourtant, on est dans un bull run là ou pas actuellement? Parce que il y en a qui me disent non, d'autres oui. En fait, le début du bull run, c'est à partir du moment où on a dépassé l'ancien plus haut du Bitcoin. Ce qui s'est passé début avril. Donc, voilà. Oui, donc ça fait 2 mois qu'on est en bull run. C'est juste que depuis qu'on a dépassé ce nouveau record, on a stagné, on a un peu baissé. Mais on est au début du bull run. Ok. Pour toi, c'est quoi ta vision de la crypto? Parce que comme dans à peu près tout marché, t'en as qui pensent long terme, d'autres court terme. Il y a 3 approches, selon moi. Okay. Il y a une approche de... Tu es un pur trader. C'est ton travail. Comme ce que tu peux faire avec des matières premières, des actions ou autres. T'achètes, tu revends. C'est vraiment ton métier. Les graphes et tout. Voilà, c'est vraiment ton métier. Deuxième approche, tu es plutôt, on va dire, un scientifique. Tu aimes les choses techniques. Toute l'innovation qui est développée autour de la crypto qui est phénoménale, et ce qui fait que ça va être un game changer dans notre société. Dans 5-10 ans, vous allez voir des banques qui vont commencer à disparaître parce qu'on aura de moins en moins besoin d'elles à cause de la crypto. Et la troisième approche, c'est simplement un levier de richesse où tu peux investir et où tu peux faire des meilleurs multiples que dans l'IMO, que dans la bourse. Et tu n'as pas besoin d'avoir des super connaissances techniques ni de trader. Tu as une vision globale et tu vas saisir les meilleurs bons plans et rentabilité dans chaque domaine. Okay. Et c'est un peu la vision que j'ai et que je partage à ma communauté. Ok. Tu penses qu'il y a une vision politique derrière la crypto ou pas? Bien sûr. Okay. Aujourd'hui, la crypto peut vivre sans les gouvernements. Et ce qui fait que les gouvernements n'aiment pas ça. Parce qu'elles ont besoin de pouvoir contrôler, de réguler. Donc, tant qu'elles n'ont pas mis d'instruments de régulation de la crypto, elles ne vont pas aider à la répandre le plus possible dans la population. Donc, moi, justement, il y a un truc qui me freine un petit peu quand je parle de crypto, tu vois, avec des mecs qui sont dedans. À chaque fois, ils attendent l'approbation, justement, des gouvernements pour anticiper, on va dire, le futur bull run. T'en as beaucoup qui pensent comme ça, qui disent oui, quand ça va être validé justement par les institutions, par les gouvernements, c'est là que ça va exploser. Je dis oui, mais si c'est validé par les gouvernements, ça perd de son essence politique, on va dire. Les meilleurs multiples, c'est quand on parle jamais de la crypto.
Ok. Voilà. Quand vous ne voyez pas de la crypto à la télé, quand personne n'en parle, c'est le moment où il faut se dire, putain, si personne n'en parle, c'est peut-être le moment D'acheter. d'investir. Ouais. Ok. Par contre, quand tout le monde en parle, que vous le voyez à TPMP voilà, à la télé, c'est le moment Ok, de vendre. Voilà. Mais là, ils vont dire justement parce qu'on en parle, ça veut dire que c'est le moment de vendre, tu vois. Non, justement, nous, on est une chaîne annexe. Ouais, c'est On vrai n'est que pas un média je sais pas, de masse. Et c'est là où vous pouvez détecter des opportunités, justement. Ok, intéressant. Donc, toi, tu penses, en tout cas sur le long terme, c'est une stratégie d'investissement qui est intéressante, Alors, le pas crypto sur ou pas? le long terme. Ok. Il faut surfer quand vous avez un bon timing. Là, en ce moment, on a le bon timing sur les 6 prochains mois. Facile. Mais l'année prochaine, j'aurai pas forcément le même discours. L'année prochaine, ce sera le moment de vendre. C'est là où c'est plus dur, c'est que dans l'immobilier, on a une vision qui est long terme. Ouais. On produit un effort, et cet effort est censé nous payer toute notre vie. Sauf qu'on avance à raison à environ de 10% par an, par rapport au rendement. Alors que dans la crypto, ça va être un effort très vif sur une courte période. Mais celui-ci, il faudra être capable de vendre, revendre, d'être flexible, d'être agile avec son esprit et faire les meilleurs multiples dans un laps de temps très court. Il faut être un requin. Et s'en détacher. Ouais. Sinon, comme moi au dernier cycle, je prends des moins 98%. Ah ouais, waouh. Ouais. C'est quoi ta plus grosse perte sur le marché des cryptos? Ah, je vais vous raconter une histoire. Vas-y. J'ai une crypto, elle s'appelle... en fait, je vais te le dire parce que j'ai tous les chiffres. J'avais fait rentrer mon père. Ok. Chose que faut pas faire. Ok. Il m'a dit, tiens, je te donne 1000 euros, tu fais ce que tu veux, mais tu m'en rends plus à la fin. Ok. Il m'a donné 1000 euros en janvier 2022. Et la crypto, par contre, j'avais de très très fortes convictions. Pour moi, je savais que ça allait percer. Et je ne savais pas quand. C'est ça qui est compliqué avec la crypto. Donc, si tu n'as pas des convictions, ça tient pas sur le... Tu tiens pas ton investissement sur le long terme. Donc, les 1000 euros, en 1 an et demi, ils sont tombés à 20 euros. Wow. T'imagines les repas de famille, comment c'est compliqué. Wow. Où il me dit, tu peux pas aborder le thème crypto à table. Ah ouais. C'est foutu. Wow. Sauf que, heureusement pour moi... Tu vends pas? Ça a payé. Non, j'ai pas vendu. J'ai pas vendu parce que j'avais de grosses fortes convictions sur ces cryptos. Et cette crypto, sur ces 3 derniers mois, les 1000 euros initialement, donc les 20 euros, ont fait x100 et sont revenus à 2000. Wow. Donc là, il est en x2. Et donc là, il me reparle et il a remis. Papa qui revient du quoi, mais en fait, les cryptos, c'est pas si mal que ça. Voilà. Mais des fois, il comprend pas parce que des 2000, ça revient à 1002, ça bouge énormément. Ok, ouais. Mais c'est pour vous dire que la crypto, c'est les montagnes russes. Vous pouvez vous prendre un moins 98% et derrière, vous refaire un x100. Comment tu le gères psychologiquement, toi, justement, cette début, hausse, cette baisse? Quand tu rentres là-dedans et que tu n'as pas l'habitude, Tu es euphorique. Tu te dis, quand tu fais ton premier x2, tu fais, tu vas dans la rue, je suis le meilleur. J'ai fait 180 kilos développé couché. En fait, non. C'est, avec l'expérience, il faut vraiment avoir un bon money management. Ok. Peut-être encore plus que sur d'autres marchés, non? Discipliné. C'est un mindset qui ça prend du temps, tu vois, ça se construit à force d'avoir des expériences d'achat, revente, de pertes et de gains, etc. Tu estimes combien de pertes, combien d'euros de pertes ça a pris combien? T'as perdu combien d'euros pour te former, on va dire, sur la crypto-monnaie? Ça a pris combien de temps? En fait, c'est mon 3e cycle. Sur le premier cycle, comme tout le monde, je mets 1000 euros. Je suis monté à 1005. Et après, au bear market, je suis tombé à 100 euros. Et quand on est revenu, j'ai pas vendu. Quand on est revenu au 2e cycle, les 1000 euros sont revenus 1000 euros. Voilà. Au 2e cycle, je me suis dit, je vais y aller plus fort, je vais mettre 10 000. Ok. Les 10 000, je suis monté à 100 000. Et après, je suis tombé amoureux de certaines cryptos. Je ne sais pas faire, c'est ce que je vous ai dit. Tu t'es activé le mode des jeunes, voilà, c'est ça? Et les 100 000 sont redevenus 10 000. Oh. Mais c'est dommage, parce que si j'étais plus fort... Parce que quand j'étais à 100 000, je me disais, j'aurais pu aller chercher le million à cette vitesse. Et finalement, je suis revenu à 10 000. Et les 10 000, je n'ai pas vendu. Voilà. Et là, maintenant, pour ce prochain cycle... Tu as réajouté encore? J'ai remis 10 000. Donc, j'avais 20 000. Alors, on espère 200 000, du coup. Et là...
là, je vous cache pas que c'est pas mal. Ouais, là, t'as fait... Par contre, tous les coulisses de mes trades, etc., c'est réservé à mon groupe VIP. Ok, ok. Ils ont toutes les infos, ils savent vraiment tous les moves que je fais. Je suis en full transparence. Ok, ok. Bah écoute, magnifique. Peut-être un dernier sujet, tu voulais parler. Peut-être si tu avais des conseils à donner justement à des jeunes ou peut-être des moins jeunes qui ont envie d'obtenir la liberté financière et qui ne savent pas par où s'y prendre. Moi, je trouve que depuis qu'il y a eu... grâce au Covid, on a un peu bousculé notre manière de réfléchir. Ouais, de consommer l'information. Ouais. Avant, plus facilement, on consommait l'information de masse. Et on suivait tout ce qu'on nous disait. Depuis qu'il y a eu le Covid, les personnes sont un peu moins... Il y a moins de confiance, tout moins simplement. de confiance à aller se faire vacciner ou autre, et arrivent plus facilement à prendre d'autres chemins que ce que nous dit la société. Ce qui fait que ce modèle-ci se reporte sur le business, où par exemple, vous ne buvez pas forcément tout ce qu'on vous dit à l'école ou dans votre travail. Et vous pouvez plus facilement aller vous former autrement qu'à travers l'école. Parce que par exemple, investir dans l'immobilier ou investir dans les cryptos, ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et dans votre travail, vous réalisez que la seule... Parce que quand, à cause du Covid, votre salaire a été divisé par 2, et que vous n'avez pas d'autres sources de revenus, là, vous vous rendez compte que... ouais, il faut faire de la thune. Ouais, il faut vivre, et il ne faut pas seulement compter sur son travail. Et il y a d'autres moyens de faire de la thune. Donc moi, mon meilleur conseil, si vous voulez faire de l'argent et ne pas seulement compter sur votre travail, vous pouvez toujours faire de l'immobilier. Cette année, il faut saisir la crypto. Et si vous voulez énormément d'idées de business alternatifs, c'est ce que je propose et je partage gratuitement sur ma chaîne tous les jours. Ok, donc chaîne YouTube et Instagram aussi. Voilà, c'est Père Riche, Fils Pauvre. Vous avez tout en barre de description dans tous les cas. Écoute, merci à toi. On fera sans doute d'autres petits podcasts comme ça. C'était intéressant. Merci pour ta contribution. Super. Et pour ton témoignage. Merci pour ton invitation et puis au plaisir. Carrément. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans la barre de commentaires. N'hésitez pas à liker aussi.